Le bureau privé était le genre d'environnement que la richesse façonne lorsqu'elle cherche à s'éblouir elle-même. Des murs lambrissés de bois sombre, des livres qui n'avaient probablement pas été ouverts depuis des années, et au centre du mur principal, un coffre-fort encastré dont le panneau biométrique brillait dans l'obscurité comme un œil injecté de sang. Il se faisait tard. Les seuls bruits perceptibles étaient la lourdeur d'un silence hors de prix et la respiration saccadée d'une jeune femme dont les talons aiguilles résonnaient sur le marbre avec la cadence de quelqu'un qui tente d'utiliser sa propre démarche comme un argument d'autorité. L'autre femme se tenait debout devant le coffre-fort, les mains sagement croisées sur le devant de son tablier gris. Il n'y avait aucune trace de panique dans sa posture. Seulement la quiétude très spécifique de celle qui a appris, au fil de nombreuses années, que le calme absolu est le seul bouclier disponible lorsque l'on est la personne la plus démunie de la pièce. Le sac à main de créateur frappa le cuir du fauteuil dans un claquement que la jeune femme avait très certainement calculé pour feindre la colère plutôt que la perte de contrôle, bien qu'il s'agisse indéniablement des deux. Vieille incompétente. Sa voix était de celles qui vrillent sans crier gare, passant du glacial au strident en une fraction de seconde. Les investisseurs atterrissent dans 20 minutes et vous n'êtes même pas fichu d'ouvrir une satanée porte. C'est bien pour ça que les gens de votre espèce moisissent dans les quartiers des domestiques jusqu'à la fin de leur jour. Sa main se referma sur le poignet de la femme plus âgée avec la pression aveugle et brouillonne de la fureur. Ce n'était pas une contrainte mesurée, c'était le geste brut de quelqu'un qui a le besoin viscéral de décharger sa rage sur un objet concret. La femme plus âgée ne recula pas. Elle ne laissa échapper aucun son. Elle ferma les paupières un instant, avec l'expression de celle qui écoute une chose que les autres ne parviennent pas encore à distinguer du silence. À l'entrée du bureau, un homme cloué dans un fauteuil roulant tourna très légèrement la tête en direction de cette voix. Il portait des lunettes noires et tenait une canne blanche en travers de ses genoux, ses mains posées dessus avec l'immobilité de celui qui a appris à métamorphoser la paralysie en attention absolue. Aucun muscle de son visage ne tressaillit de manière évidente, mais sur ses lèvres, l'espace d'une fraction de seconde plus brève qu'une respiration, s'esquissa quelque chose qui ressemblait à un sourire. La femme plus âgée libéra son propre poignet avec une douceur infinie, le mouvement fluide de celle qui se détache, non de celle qu'on relâche. Puis, elle posa les yeux sur le coffre. Elle le fixa avec cette attention qui n'est pas visuelle, mais tactile. Le regard de celle qui déchiffre une langue que la majorité des gens ignorent jusqu'à l'existence. Et elle lâcha, d'une voix sourde, avec la précision chirurgicale d'un diagnostic. L'actionneur est désaligné. Troisième goupille, côté gauche. Mais pour comprendre ce qui a mené ces trois personnes dans ce bureau d'études ce soir-là, il nous faut remonter le temps. Il faut retourner là où tout a véritablement commencé, dans le silence sépulcral des premières lueurs de l'aube, bien avant que la maisonnée ne s'éveille et ne réclame son dû. Madame Rose avait appris, au fil du temps, que les heures les plus précieuses étaient celles que personne ne vous disputait. À 5 heures du matin, alors que l'hôtel particulier était encore plongé dans ce silence si particulier des immenses demeures endormies, un silence saturé de boiseries qui craquent, de climatisation qui ronronne, et du souvenir de dizaines d'âmes cohabitant dans le même espace sans jamais vraiment se connaître, elle était déjà à l'œuvre. Il y avait dans son parcours une chorégraphie qui n'était écrite nulle part et que personne ne lui avait dictée, car elle s'était forgée au gré d'années d'observation, jusqu'à devenir la méthode la plus redoutable pour prendre soin de cet espace précis. D'abord, l'aile est où la lumière de l'aube transperçait les hautes fenêtres pour dévoiler la poussière que la veille avait déposée sur les consoles. Ensuite, la salle à manger où l'argenterie réclamait une attention obsessionnelle pour ne pas se ternir. Puis la bibliothèque, où les livres étaient époussetés à l'aide d'un petit pinceau qu'elle avait acheté sur ses propres deniers, parce que les plumeaux traditionnels écorchaient le dos des éditions séculaires. Elle évoluait avec la grâce insaisissable de celle qui habite un lieu sans avoir besoin de le crier sur les toits. Il n'y avait pas une once de superflu dans ses gestes. Le moindre de ses mouvements était l'aboutissement d'une compétence engrangée sur des décennies, que personne n'avait jamais daigné reconnaître officiellement, mais qui transpirait dans la moindre chose qu'elle effleurait. Dans sa chambre, exiguë, tapie au fond de l'aile des domestiques, dotée d'une lucarne donnant sur les jardins arrière,
régnait un ordre radicalement différent de celui de la maison. C'était un ordre intime, bâti avec les reliques d'une vie qui avait sacrifié beaucoup de choses, mais qui avait su préserver l'essentiel. Son lit était dressé avec la même rigueur maniaque qu'elle appliquait à tout le reste. Les plis des draps formant des angles droits qu'un instructeur militaire aurait validés sans sourciller. Sur la petite table de nuit trônait la photographie d'une jeune femme, arborant le sourire éclatant de celle qui ignore encore l'écrasante lourdeur de l'existence. Sa fille, jeune diplômée en ingénierie informatique, installée dans une autre ville, et qui l'appelait tous les dimanches soirs, avec une ponctualité héritée de sa mère. Et sur l'étagère, coincée entre le cadre photo et le mur, s'alignait une rangée de livres que l'on ne s'attendrait absolument pas à trouver dans la chambre d'une gouvernante de 63 ans. Des manuels techniques de cryptographie, des traités d'architecture des systèmes électroniques, des ouvrages sur la cybersécurité en domotique. Certains étaient truffés de marque-pages, d'autres couverts d'annotations griffonnées dans les marges avec cette écriture minuscule et resserrée de ceux qui prennent des notes pour eux-mêmes, et non pour être lus par autrui. Elle avait atterri dans cette demeure 12 ans auparavant avec un CV qui se résumait à une expérience en intendance de maison bourgeoise, et rien de plus. Ce que le bout de papier omettait de mentionner, parce que les cases n'étaient tout simplement pas prévues pour ce genre de profil, c'est qu'elle avait passé les 15 années précédentes à opérer comme technicienne experte en système de sécurité avant que son entreprise ne mette la clé sous la porte et qu'elle ne découvre, à 50 ans passés, que le marché du travail pour les femmes de son âge dotées d'un tel bagage technique était dramatiquement plus restreint qu'il n'aurait dû. Elle avait accepté ce poste de gouvernante par pure nécessité, mais elle y était restée pour des raisons infiniment plus complexes. Parce que Victor de Courcelles, le maître des lieux, avait été à ses débuts le genre de patron qui traite ses employés comme des êtres humains, une denrée bien plus rare qu'elle ne le devrait. Victor de Courcelles avait 58 ans et avait bâti son empire grâce à ce genre d'intelligence qui donne sa pleine mesure lorsqu'elle n'est pas sous le feu des projecteurs. Pas l'intelligence théâtrale des grandes présentations et des discours grandiloquents, mais l'intelligence silencieuse de celui qui dissèque les situations avec une précision diabolique et qui frappe au moment opportun. Depuis 1 an, il se déplaçait en fauteuil roulant, le visage perpétuellement barré de lunettes noires, traînant sa canne blanche dans les moindres recoins de la propriété. Séquelles d'un accident de voiture qui, selon les communiqués médicaux officiels, l'avait privé de la vue de façon irréversible. Mais pour comprendre ce qui s'était réellement tramé, il faut revenir à un après-midi, 6 mois plus tôt, lorsque Victor était remonté à l'étage plus tôt que prévu et avait surpris, au bout du couloir, la voix d'Isabelle, empêtrée dans une conversation téléphonique qu'elle croyait visiblement privée. Elle gloussait. C'était ce rire très spécifique de l'intimité relâchée. Pas le rire qu'elle arborait en société, savamment calculé et mélodieux, mais son rire authentique, plus perçant, moins harmonieux, et par conséquent, beaucoup plus révélateur. Il s'était figé dans le couloir, et avait capté des bribes de phrases qui se passaient de tout contexte pour être limpides. Elle raillait sa vulnérabilité, la facilité de l'entreprise, le temps qu'il lui faudrait encore investir et l'infinie patience qu'un patrimoine d'une telle envergure exigeait d'une femme nourrissant ses sombres ambitions. Victor était resté prostré dans le corridor bien longtemps après qu'elle eut raccroché. Puis, il avait composé le numéro de son avocat, non pas pour enclencher une procédure de séparation, mais pour une manœuvre bien plus pointue. Il lui avait signifié, avec la lucidité glaciale de l'homme qui a déjà digéré l'humiliation et qui est passé de l'autre côté de la douleur, qu'il devait savoir, au-delà de l'ombre d'un doute qui resterait à ses côtés lorsqu'il n'aurait plus rien d'autre à offrir que lui-même. Qu'il avait besoin de temps pour observer la vermine s'agiter, et qu'il lui fallait, par-dessus tout, créer un scénario où il serait absolument impossible de masquer la vérité derrière des mensonges. L'accident avait été bien réel. Il avait eu lieu. Il avait été d'une violence inouïe. Il l'avait cloué sur un lit de rééducation. Mais l'étendue de ses lésions oculaires était, d'après les spécialistes qu'il consultait dans le plus grand secret, parfaitement réversible avec le temps et un traitement adéquat. La décision de garder le silence sur sa convalescence était l'ultime parade d'un homme ayant compris à ses dépens que la vraie nature des gens ne se révèle que lorsqu'ils se croient à l'abri des conséquences.
Isabelle avait abattu ses cartes avec une constance qui ne laissait plus aucune place au doute. Elle lui avait été présentée lors d'un gala de charité 2 ans auparavant, brandissant ce sourire immaculé et cette conversation pétillante de celle qui a potassé l'art de séduire les grandes fortunes. Elle avait tissé sa toile autour de Victor avec une patience infinie qu'il avait tragiquement confondue avec de l'affection pure, jusqu'à ce maudit coup de téléphone. Dans la maison, elle se pavanait désormais avec l'aisance de celle qui a déjà pris possession des murs, réaménageant les salons sans consulter personne, commentant les relevés bancaires du foyer avec une familiarité qu'il scrutait désormais sous un tout autre prisme, et traitant Madame Rose avec cette cruauté bien particulière de ceux qui éprouvent le besoin viscéral d'écraser un être incapable de riposter pour se convaincre de leur propre toute-puissance. Ce fut au cours d'un déjeuner mondain avec ses amis que cette méchanceté s'étala au grand jour, dépassant probablement les intentions initiales d'Isabelle. Elle avait sommé Madame Rose de faire le service sur ce ton sec qui ne fait aucune distinction entre héler un être humain et appeler un ascenseur. Ces courtisanes s'esclaffaient de ce rire servile que l'on réserve aux hôtesses fortunées, non pas parce que la scène était drôle, mais parce que ce rire était la taxe à payer pour profiter de l'hospitalité. Isabelle avait multiplié les piques perfides sur l'âge de Rose, sur la lenteur arthritique de ses mouvements, sur l'expression sévère qui figeait ses traits comme si le fardeau de les servir était un supplice. Le tout distillé sur un ton faussement léger, avec le détachement glaçant de celle qui décortique un objet défectueux, et non une personne de chair et de sang. Lorsque Madame Rose laissa malencontreusement échapper une cuillère, un incident minuscule, le genre de maladresse qui arrive à n'importe qui dans n'importe quelle cuisine du globe. Isabelle leva les yeux vers son auditoire avec le rictus carnassier de celle qui vient de recevoir sur un plateau la réplique qu'elle attendait. Ne vous inquiétez pas, la démence est monnaie courante à son stade. L'hilarité qui suivit fut la pire de toutes, ni malveillante en soi, juste réflexe, le rire pitoyable de personnes incapables d'analyser l'obscénité de leur propre réaction. Rose se baissa pour ramasser la cuillère, les yeux rivés au sol, la mâchoire légèrement contractée sous la pression titanesque de celle qui enferme dans ses entrailles une chose qu'elle ne peut et ne veut, sous aucun prétexte laisser éclater. Victor, trônant en bout de table, avait imperceptiblement tourné le visage en direction du tintement métallique. Il ne pouvait pas voir leurs expressions, mais il avait absorbé la moindre syllabe de ce venin. Et ses traits s'étaient tendus, unique stigmate visible d'une colère noire qui cataloguait méticuleusement la scène dans ses archives. Puis, il avait renversé son verre. Le geste avait été orchestré pour passer pour la maladresse inévitable d'un malvoyant, le bras se déplaçant dans la mauvaise direction, les doigts heurtant l'obstacle une fraction de seconde trop tard. Le verre s'était fracassé et le vin s'était répandu sur la nappe immaculée avec cette générosité cruelle propre au liquide sombre, profanant les surfaces claires. Isabelle avait immédiatement ouvert les vannes. « Laisse !» L'employé va nettoyer. Mais Victor était intervenu. De cette voix placide de l'homme qui n'a pas besoin d'élever le ton pour se faire entendre, précisant que Madame Rose pouvait éponger si elle le souhaitait. Il y avait dans la formulation de cette phrase quelque chose d'inédit. Ce n'était pas un ordre, mais une permission, et la nuance était capitale, qui avait poussé Rose à marquer un temps d'arrêt avant de s'approcher avec son torchon. Alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser les tessons de verre, Victor s'était très légèrement penché sur le côté et d'une voix trop basse pour franchir la table, mais suffisamment claire pour l'atteindre, il avait lâché un seul mot. « Merci ». Madame Rose avait relevé la tête. Il y avait une probabilité raisonnable pour qu'il soit absolument incapable de voir son expression. Et pourtant, il avait parlé. Il l'avait remercié. Non pas pour la flaque épongée, mais pour ce que ce geste muet symbolisait, la présence continue d'une femme qui accomplissait son devoir avec dignité dans un environnement qui ne la méritait pas. Elle lui avait offert un sourire timide, teinté de mélancolie, le genre de sourire qui naît lorsque l'on réalise que quelqu'un d'inattendu vient enfin de vous voir tel que vous êtes. Et un pacte indicible s'était scellé entre eux à cet instant précis. Sans discours, sans serment, sans négociation. Le genre d'alliance qui se passe de vocabulaire, car elle est forgée sur des fondations infiniment plus résistantes que les mots. Cette nuit-là, de retour dans sa petite chambre avec la fenêtre sur le jardin arrière, Madame Rose était restée assise sur le bord de son matelas pendant un long moment,
la photo de sa fille entre les mains. Elle avait songé à des choses qui l'effleuraient rarement en plein jour, lorsque le travail anesthésiait ses pensées. Elle avait pensé à ce que cela faisait de détenir un savoir absolu et d'être traitée comme la dernière des ignorantes. Elle avait pensé à ce que c'était que d'occuper un espace pendant 12 ans en y demeurant totalement invisible. Elle avait repensé à cet homme brisé dans son fauteuil roulant qui avait murmuré merci à une femme qu'Isabelle ne jugeait même pas assez digne de réalité pour mériter d'être appelée par son prénom avec respect. Et elle avait pensé que les histoires s'achèvent très rarement là où elles semblent devoir se terminer. Les jours qui emboîtèrent le pas à ce déjeuner avaient l'atmosphère viciée d'un piège que l'on arme avec une patience absolue, fuyant la précipitation de celui qui craint que le moment passe, pour embrasser la délibération de celui qui sait que l'instant parfait justifie chaque seconde d'attente. Victor avait passé ces semaines à accumuler des informations avec la méthodologie silencieuse qu'il avait appliquée aux affaires au cours de ses décennies de règne. Il savait, grâce à son avocat et à un réseau de systèmes de surveillance dont Isabelle ne soupçonnait même pas l'existence, qu'elle avait tenté de s'introduire dans son bureau privé à 4 reprises au moins au cours des dernières semaines. Il savait qu'elle avait discrètement mandaté un gestionnaire de patrimoine qui n'avait strictement aucune raison professionnelle d'approcher une personne dans sa position, à moins que celle-ci ne se prépare à un changement sismique de sa situation financière. Et il savait que le coffre-fort emmuré dans son bureau, le sanctuaire qui abritait, entre autres, les termes du testament révisé et les détails de la fusion colossale négociée avec des investisseurs étrangers, avait encaissé au bas mot 2 tentatives d'accès biométrique via les empreintes d'Isabelle, des empreintes qu'il n'avait jamais autorisées dans la matrice du système. Elle n'avait pas réussi à l'ouvrir. Le système s'était verrouillé après la 2e tentative infructueuse, basculant en mode de sécurité absolue, une alerte qui exigeait l'activation du protocole de contournement mécanique, un système analogique, totalement indépendant de l'électronique, conçu précisément pour les situations où la partie numérique était compromise. C'était un système ancien, encastré lors de la rénovation de la demeure 12 ans plus tôt, et il n'y avait qu'une seule âme sous ce toit qui en connaissait les rouages avec assez de précision pour l'opérer. Victor avait attendu qu'Isabelle pose la mauvaise question. Elle l'a fait. Un après-midi, alors qu'elle s'était glissée dans le bureau où il feignait de déchiffrer des actes notariés à l'aveugle, elle avait mentionné le coffre-fort avec la désinvolture factice de celle qui a trop répété sa phrase avant de la prononcer, arguant qu'il serait diablement commode d'avoir les dossiers d'investissement sous la main avant l'arrivée des futurs associés et qu'il serait peut-être judicieux de purger cette erreur de blocage avant qu'elle ne devienne un handicap gênant au pire, moment possible. Victor l'avait écouté avec cette attention invisible, développée au fil de ses mois d'observation minutieuse. Puis, il lui avait rétorqué, de la voix tranquille de l'homme réglant une question d'ordre pratique, que Madame Rose était l'unique personne à maîtriser le mécanisme de déverrouillage de secours, qu'il en avait toujours été ainsi depuis l'installation, et qu'il lui accordait une confiance si absolue qu'il la chargeait de régler le problème avant l'arrivée des capitaux étrangers. Il laissa flotter une pause à la fin de cette phrase, un silence chirurgical, calibré pour laisser le temps à l'information d'atterrir. Il ne vit pas l'expression d'Isabelle, mais il avait analysé assez d'êtres humains dans sa vie pour deviner la décomposition qui venait de ravager son visage à cette seconde précise. Dans la cuisine, ce même après-midi, Madame Rose éminçait des légumes, avec la cadence méthodique de celle qui trouve dans la répétition une forme d'ordre intérieur, lorsqu'Isabelle débarqua sans s'annoncer, comme c'était devenu son habitude. Elle s'appropriait les espaces d'autrui, avec cette insolence qui trahissait une certitude de propriété, une emprise encore non formalisée, mais qu'elle considérait déjà comme acquise. Elle se planta au beau milieu du carrelage et fusilla Madame Rose du regard, arborant cette moue condescendante qu'elle réservait aux conversations qui n'attendent aucune répartie. Le patron est aveugle. Elle énonça cela avec la neutralité placide d'un bulletin météorologique. C'est pour ça qu'il a été berné par votre loyauté pathétique. Mais moi, je sais pertinemment ce que vous êtes. Une courte pause, calculée. Vous allez ouvrir ce coffre quand je vous l'ordonnerai, et vous avez intérêt à faire ça vite, ou je vous garantis que vous serez licencié sur le champ et que vous ne retrouverez jamais de travail dans cette ville.
Madame Rose continua le mouvement de sa lame pendant une seconde avant de poser l'ustensile sur la planche, avec la quiétude de celle qui s'arrête par choix, et non parce qu'elle a été prise au dépourvu. Elle tourna le visage vers Isabelle avec cette expression indulgente, forgée par 63 années d'une vie qui avait inclus bien des versions de cet interrogatoire sous de multiples latitudes. « Le coffre-fort est une machine très délicate, madame. » La voix était sereine, sans défi éclatant, sans la servilité qu'Isabelle appelait certainement de ses vœux. Il requiert d'être traité avec respect. Isabelle resta figée à la dévisager pendant un instant, les yeux légèrement plissés, recalculant sa stratégie. Puis, elle quitta la cuisine avec la même brutalité vulgaire qui avait accompagné son entrée. Madame Rose demeura immobile un instant devant sa planche à découper avant de reprendre le travail. Il se dégageait de cette brève escarmouche une vérité étouffante, qu'elle peinait à mettre en mots, mais qu'elle ressentait avec une limpidité glaciale. L'intuition d'être manipulée comme un pion sur un échiquier dont on lui cachait les règles, ballottée par des forces en mouvement infiniment plus complexes que l'hostilité vénéneuse d'Isabelle ou que la gratitude muette de Victor. La veille de l'arrivée des investisseurs s'abattit avec cette tension électrique si spécifique qui précède les grands bouleversements dans les maisons habituées aux événements d'envergure. La tension ne naissant pas du rendez-vous en soi, mais de toutes les machinations souterraines prêtes à imploser sous la surface protocolaire du sommet. Isabelle avait guetté l'extinction des feux. Elle avait attendu que les couloirs se désertent et que l'aile du bureau privé soit plongée dans l'inertie, avant de fondre sur Madame Rose, avec cette combinaison d'urgence fiévreuse et de menace qui était devenue sa signature comportementale. Elle intercepta la gouvernante dans le corridor attenant au bureau et l'y engouffra, avec une pression sur le bras qui n'avait rien d'une invitation. Le cabinet de travail était noyé dans les ténèbres, tout juste éventré par la lueur ambrée du panneau biométrique clignotant au rouge sur le coffre et par la clarté lunaire diffuse bavant à travers la haute fenêtre. Isabelle referma la porte derrière elle et se campa, bras croisés, dans la posture martiale de celle qui dicte les conditions avant d'entamer les négociations. Elle intima l'ordre à Madame Rose d'ouvrir le coffre. Immédiatement. Maintenant. Madame Rose s'approcha du blindage avec son calme légendaire et lui détailla d'une voix basse et purement technique que le mécanisme analogique d'urgence exigeait une sensibilité tactile extrême, qu'il était indispensable de ressentir les goupilles internes via un rituel qui ne pouvait en aucun cas être précipité sous peine d'endommager irréversiblement le système, qu'il réclamait du silence et du temps. Isabelle ne voulait rien entendre de ces sornettes sur le silence et le temps. Ce qui sortit de sa bouche dans les minutes qui suivirent fut le distillat toxique de toute l'irritation accumulée lors de ces semaines d'attente, la rage purulente de celle qui découvre qu'un individu qu'elle considérait comme la lie de la terre détient une information vitale à sa survie. Elle n'avait jamais envisagé que cela puisse être aussi laborieux. Elle s'était persuadée que le chantage à l'emploi suffirait, que la terreur suffirait, que sa toute-puissance sociale écraserait la vermine. La résistance muette de Madame Rose, ni agressive ni dramatique, simplement inébranlable et dressée comme un mur, s'était muée, au fil des jours, en une obsession maladive, l'exaspérant de manière disproportionnée, précisément parce qu'elle n'offrait aucune brèche pour l'attaquer. Elle projeta Madame Rose en direction du coffre, les deux mains plaquées violemment sur ses épaules. « Sentez-les alors, vos vieilles pattes pour un vieux coffre !» Madame Rose recouvra son équilibre avec une stabilité trouvant sa source à la base de son corps, les pieds ancrés dans le sol, sa colonne vertébrale absorbant le déséquilibre grâce à la mémoire musculaire de plusieurs décennies. Elle éleva sa main en direction du panneau manuel latéral, ses doigts s'approchant du mécanisme avec la précision de celle qui connaît la distance, les yeux fermés. C'est alors que la main d'Isabelle s'abattit. Le claquement envahit la pièce avec une netteté que le silence alentour décupla. Ce ne fut pas un mouvement prémédité, ce fut le geste irrépressible de quelqu'un qui perd la contenance pathétique qu'elle s'évertuait à maintenir depuis trop longtemps. L'instant funeste où le masque de l'ambition stratégique cède pour ne révéler en dessous qu'une fureur mesquine et sanguinaire. Madame Rose recula d'un demi-pas. Elle resta debout, sa main meurtrie recroquevillée contre sa poitrine, non pas comme une plainte de douleur, mais comme le réflexe instinctif de protéger une intégrité qui vient d'être bafouée sans le moindre droit. Elle ne pleura pas.
Ses yeux ne s'effondrèrent pas vers le plancher, ils transpercèrent Isabelle, et ce qu'il y avait dans ses yeux n'avait rien à voir avec la peur. Pas l'ombre de la colère, qui aurait été beaucoup plus facile à supporter. C'était une émotion qu'Isabelle n'était visiblement pas préparée à affronter. Une déception d'une profondeur abyssale et tranquille, le regard de celle qui vient de déceler chez autrui la monstruosité qu'elle priait de ne jamais avoir à contempler. La mélancolie silencieuse de celle qui confirme la putréfaction qu'elle espérait factice. De l'autre côté de la cloison, dans une chambre adjacente qui avait été clandestinement équipée d'un moniteur branché sur le réseau de caméras internes dont lui seul connaissait l'existence, Victor de Courcelles broyait l'accoudoir de son fauteuil, ses doigts exsangues trahissant une tension étouffée. Il avait assisté à ce lynchage en apnée, écartelé entre la froideur clinique de l'enquêteur, compilant les pièces à conviction, et la rage viscérale du protecteur, luttant contre l'impulsion de fracasser la vitre pour anéantir le bourreau. Il s'était enchaîné à son siège avec l'énergie du désespoir de l'homme qui sait que sonner la charge avant l'heure serait calciner tout l'édifice patiemment bâti. Mais la nécrose cadavérique de ses doigts sur le cuir hurlait ce que son masque de stratège interdisait de montrer. Madame Rose prononça l'ultime sentence, le dos tourné au colosse d'acier face à Isabelle, avec ce timbre forgé par toute une existence de dignité maintenue dans des conditions de tempête que l'immense majorité des mortels n'aurait jamais supporté. Vous avez le cœur atrocement cruel, jeune fille. Il n'y avait aucun mélodrame. C'était un simple constat clinique, énoncé avec la sérénité du médecin qui clôture son diagnostic après une batterie d'examens. Et la cruauté finit toujours par laisser une cicatrice. Puis, elle pivota et quitta le bureau, la tête maintenue au même azimut que lors de son irruption. De ce pas de marbre de celle qui ne fuit pas mais qui referme la tombe, corsetée d'une fierté qu'aucun crachat n'avait réussi à courber en une douzaine d'années de labeur. Isabelle resta cloîtrée seule dans l'obscurité, le panneau écarlate pulsant sur la muraille et l'écho spectral de sa propre ignominie flottant toujours dans l'air. Il est difficile d'imaginer que l'on puisse lever la main sur une femme plus âgée par simple arrogance et par frustration, n'est-ce pas? Que l'on puisse utiliser ce pouvoir illusoire pour infliger une douleur physique tout en parvenant à dormir sur ses deux oreilles la nuit suivante? Si cette injustice vous révolte, si vous êtes du côté de Madame Rose, laissez un pouce bleu sur cette vidéo dès maintenant. Ce geste si simple est votre manière de dire que vous avez vu, que cela ne passe pas inaperçu, et qu'il y a quelqu'un derrière cet écran qui s'insurge face à ce qui s'est déroulé dans l'ombre de ce bureau. Car la cicatrice que Madame Rose avait prophétisée n'était pas une métaphore. C'est l'implacable rouleau compresseur qui se met en marche lorsqu'un individu érige l'intégralité de sa pathétique existence sur le fantasme de pouvoir maltraiter son prochain en toute impunité. Et que le choc du retour de bâton est inéluctable, non pas sous la forme d'un châtiment divin, mais selon la simple force de gravité qui s'abat quand la réalité vient rattraper la supercherie. Et le mur de la réalité dans cette demeure s'approchait avec la ponctualité d'un escadron d'investisseurs qui atterrirait dans moins de 20 minutes. Le matin du grand sommet avec les financiers se leva dans cette atmosphère poisseuse d'inéluctabilité qui précède l'instant critique où une constellation de forces opposées, accumulées dans l'ombre, convergent inexorablement vers leur point de collision. Madame Rose avait anticipé son réveil comme à l'accoutumée et avait entamé son chemin de croix dans le manoir avec la même cadence que les autres jours. Non pas parce qu'elle occultait l'apocalypse qui se profilait, mais parce que cette routine infaillible était l'unique armure qu'elle s'était forgée pour traverser l'enfer en un seul morceau. Elle avait lustré le plateau d'argent du vestibule avec un acharnement fanatique. Elle avait ordonnancé les fleurs du corridor principal. Elle avait calibré le café brûlant exactement selon le protocole de la haute bourgeoisie en visite. Non pas sous la contrainte d'Isabelle, mais parce que c'était son art et que son éthique colossale ne s'abaissait jamais à jauger son niveau de perfection en fonction de la personne qui la surveillait. La milice des investisseurs débarqua à 10 heures pétantes dans un convoi de 2 berlines noires qui stoppèrent au millimètre sur le parvis en arc de cercle de l'immense domaine. 4 hommes d'âges et d'horizons variés, cuirassés de cette posture athlétique que sculpte l'argent sérieux, fuyant les rodomontades clinquantes des parvenus pour incarner le laconisme souverain de ceux dont la suprématie a déjà été prouvée sur d'autres champs de bataille.
Ils saluèrent Isabelle avec la courtoisie aseptisée que l'on déploie face à un acteur dont on n'a pas encore totalement jaugé l'envergure. Victor avait été informé de leur arrivée via la matrice d'interphone de la propriété. Il se reposait dans ses appartements, selon la dépêche officielle délivrée par Isabelle aux émissaires, avant de rejoindre l'Assemblée. Sa cécité rendant prétendument les matinées trépidantes particulièrement épuisantes. C'était l'alibi misérabiliste qu'elle avait vomi avec les trémolos de la bonne samaritaine performante, que les dignitaires avaient gobé avec l'indifférence courtoise de ceux qui n'ont aucune raison de fouiller la poubelle. Le conclave avait débuté dans le grand salon, parapheurs éparpillés sur le bois massif, tasses de moka fumantes que Madame Rose ravitaillait dans un mutisme spectral, lévitant entre les fauteuils avec l'invisibilité acquise sur des décennies. Elle n'avait pas loupé les regards, discrets, ultra-professionnels mais omniprésents, que les requins s'échangeaient chaque fois qu'Isabelle prenait la parole. On lisait dans leur langage corporel la suspicion narquoise des inspecteurs qui engrangent les données, des cerveaux gavés d'interrogations qui demeuraient effroyablement sans réponse. Ce fut lors d'une transition entre deux dossiers qu'Isabelle fondit sur elle. L'ordre de mise à l'épreuve avait été emballé sous le papier cadeau de la vitrine technologique. Il s'agissait d'un prospectus névralgique, calfeutré dans les entrailles du coffre-fort que les financiers devaient impérativement ausculter, fournissant par là même l'aubaine de leur exhiber la forteresse domotique du domaine en action, le raffinement paranoïaque des protocoles, l'obsession du détail qui sublimait la gouvernance de la propriété, le genre de discours qui passe pour du génie tant qu'on ne soulève pas le capot, et les investisseurs ne disposaient pas d'assez de recul pour y voir la supercherie. Madame Rose avait riposté avec l'impassibilité des grands jours. Elle avait objecté d'un ton monocorde et chirurgical que la matrice analogique du coffre était un mécanisme d'une extrême susceptibilité, nécessitant une atmosphère quasi monastique pour son amorçage, réclamant le silence absolu, une concentration tellurique, la rendant fondamentalement inepte à être singée en bête de foire pour la galerie. Le visage d'Isabelle se crispa l'espace d'une milliseconde avant de réactiver son masque de silicone. Puis, la curée commença. Pas de hurlements immédiats. La méthode employée fut celle du soupir fétide, de la patience factice, d'une perversité inouïe, puisqu'elle induit que la cible est d'une simplicité d'esprit confinant au handicap et qu'elle ne mérite même pas le respect d'une engueulade. Elle adressa aux actionnaires une grimace navrée, implorant l'indulgence face aux boulets domestiques qui entravaient leur marche, et minauda, avec la légèreté de la bourgeoise perrotant sur la météo, soulignant combien la gériatrie bas de gamme développait d'inexplicables psychoses, de rejet, face au bouleversement de leur minable routine, avant de se tourner vers Madame Rose et de la traiter de mule bornée, avec l'abjecte désinvolture de la despote qui crache sur les miséreux sans éprouver le besoin de s'en justifier. Les investisseurs accusèrent le choc, un froid glacial pétrifiant soudain leur costume sur mesure. Madame Rose décréta qu'elle avait le devoir formel de quérir Monsieur Victor avant de procéder à la moindre effraction de sécurité concernant le coffre. Une déclaration épurée, tranchante, prononcée avec la clarté de celle qui ne marchande pas mais qui donne ses ordres. Elle amorça un pas en direction des portes du bureau, avec la volonté inébranlable de rejoindre les quartiers du patriarche. Isabelle lui coupa la route avant qu'elle ne franchisse le seuil. Pas un tacle de barbare, plutôt le blocus cynique du tank coupant la voie d'évacuation, exploitant la masse physique comme une arme d'embargo. Elle se plaqua contre les battants de chaîne, les bras déployés en croix, et distilla son chantage la bave aux lèvres, dans un sifflement de vipère tout juste étouffé, pour que l'escadron assis à l'autre bout de la pièce n'en saisisse que le timbre féroce, sans en décoder les calomnies. Elle susurra des fables abjectes sur l'évaporation de bijoux introuvables. Elle mentionna les 12 années d'omniprésence, sans surveillance. Elle cracha qu'il suffirait d'une simple visite au commissariat central pour pulvériser l'hagiographie de la gouvernante irréprochable et la muer en une chronique criminelle sordide. Le portrait craché de l'employé pillant le magot du maître aveugle, subtilisant au nez et à la barbe de l'infirme des babioles invisibles, jusqu'à ce que les huissiers viennent soulever les tapis. Du pur terrorisme psychologique bâti sur du néant. Sauf que les échafaudages de mensonges sont parfois les bombes les plus dévastatrices, car le coût colossal pour démontrer son innocence vous anéantit bien avant le verdict. Les dignitaires financiers pataugeaient dans un malaise incommensurable.
2 d'entre eux se replièrent vers leur mémo, obéissant à la lâcheté panique du témoin qui prie de devenir sourd et aveugle sur le crime qu'il vient de cautionner par son inaction. Aucun n'ouvrit la bouche. Madame Rose ausculta la barricade de chair. Elle jaugea les eunuques en costard, qui regardaient de leurs chaussures. Elle scanna Isabelle avec cette évaluation glaciale qui dura moins d'une fraction de seconde, mais qui valut une autopsie de l'âme. Puis elle fit volte-face vers le coffre-fort. Elle s'y glissa à pas de loup, calculant sa trajectoire de tir millimètre par millimètre. Lorsqu'elle parvint à portée de collision, elle resta suspendue dans le vide, ses mains lévitant à quelques centimètres du blindage polaire, et il y avait dans cette apnée mystique une électricité qui vaporisait toutes les attentes précédentes de la nuit, la concentration tellurique de la maestra mobilisant non pas l'énergie d'une vulgaire journée, mais le feu nucléaire du sacrifice d'une vie entière consumée dans l'observation obsessionnelle des détails que la foule ignore avec mépris. Elle leva sa main droite et la plaqua à même le sarcophage métallique. Puis, elle inclina très légèrement son crâne et coucha le pavillon de son oreille contre la cryogénisation de l'acier, avec la ferveur de celui qui colle l'oreille à une porte pour écouter ce qui se trame dans l'au-delà, mais dépouillé de l'angoisse tâtonnante du profane. C'était l'échographie du génie, scannant le ventre de la bête, l'oreille greffée au stéthoscope, sachant exactement quel râle débusquer. Le cabinet de travail s'était mué en nécropole. Pas le silence sous camisole de force réclamé par Isabelle tout à l'heure. C'était la pétrification surnaturelle qui tétanise un auditoire lorsqu'il assiste à un prodige qui le dépasse, mais que son instinct d'animal identifie d'emblée comme foudroyant de vérité, la sidération du respect arrachée par la force des choses. Madame Rose amorça la percussion du blindage de la pointe de son ongle, un martèlement lent, hypnotique et obsessionnel, balayant l'acier de la gauche vers la droite, ligne par ligne, tissant un électroencéphalogramme. Ses paupières étaient closes. Les traits de son visage s'étaient statufiés dans le coma d'une concentration chirurgicale absolue, là où le tumulte de la galaxie entière sombre dans le bruit de fond de l'univers. Isabelle supporta cette grand-messe pendant 30 secondes, les bras croisés, avant de jacasser, avec la sono d'une poissonnière, pour bien s'assurer qu'on homologue le diagnostic de démence fulgurante de la harpie en temps réel, jurant que Victor allait être briefé en urgence sur la putréfaction neurologique irréversible de sa bonne. L'un des banquiers la foudroya d'un regard qui tenait moins de l'acquiescement que de la nausée. C'est à cet instant précis que les yeux de Madame Rose s'ouvrirent. Ils ne papillonnèrent pas dans l'hébétude du plongeur victime de l'ivresse des profondeurs. Ils s'écarquillèrent d'un bloc percuté par la foudre de l'équation irrésoluble, enfin disloquée, les prunelles féroces de celle qui a capté la fréquence radio des enfers et qui décrypte la totalité du code source. Elle se cabra dans l'alignement absolu de la certitude. Ses phalanges, qui flottaient jusqu'ici à fleur de métal, se déchaînèrent avec une majesté qui piétinait le folklore, balayant l'esbrouf minable de l'imposteur pour dégainer l'omnipotence foudroyante de l'ingénieur exécutant son art en pilote automatique. Isabelle décella les mandibules, mais le brame qui creva le tympan de l'assemblée ne fut pas son glapissement obscène. Ce fut le cliquetis, immaculé, diabolique, exaltant la jouissance horlogère du rouage reprenant sa place sur l'échiquier de la mort. La troisième goupille, bâbord s'encastrant dans son logement de sûreté, initiant l'effet domino du reste du canonnillage, suivi de la capitulation du bélier central, lâchant prise avec cette résistance diaboliquement calibrée que les orfèvres paramètrent pour bannir le coup de chance de l'équation. La colossale porte du coffre s'ouvrit. Le cabinet de lecture bascula dans la glaciation. Madame Rose amorça un pas de recul et se campa sur le marbre, les bras le long du corps, torpillant les investisseurs d'un regard vierge de toute soif d'applaudissements. C'était le visage désincarné du bourreau qui a exécuté l'ordre de décapitation et qui attend sereinement les directives pour le cadavre. Isabelle fixait l'éventration de la forteresse avec la paralysie terrifiante de la manipulatrice, dont l'arnaque a fait un crash monumental avant le générique de fin, et qui n'a pas encore griffonné son plan B de survie. La chape de plomb qui asphyxia le boudoir post-effraction n'avait rien à voir avec le bâillon précédent. Le silence d'avant tenait de la couardise étouffée, des cadors s'étranglant avec leur morale intime, faute de burn pour l'exorciser.
Ce mutisme-ci était le coma du crash test. La léthargie cérébrale d'hommes foudroyés par un obus percutant leur certitude depuis l'angle mort de la stratosphère. Madame Rose fit patienter l'auditoire à côté du sarcophage béant. Puis, elle fit face au rapace. Lorsqu'elle déchira le silence, son timbre vocal avait radicalement changé d'octave. Fini. La psalmodie émasculée de la Souillon louvoyant dans le couloir de la mort. Elle dégainait l'arsenal lourd, cristallin, impérial, ruisselant de cette autorité sauvage de la sommité, ne quémandant aucune attention, mais squattant tout bonnement l'Olympe qui lui revient de droit, de par sa seule omnipotence technique. La brèche n'émane pas du code matriciel. Elle cingla l'auditoire avec le scalpel d'un diagnostic prémédité des décennies plus tôt et craché au grand jour pour la première fois. C'est une défaillance de la mécanique matérielle. L'actionneur de la troisième cam est excentré de 0,3 mm. Un vice de conception incrusté dans l'ADN du tout premier lot de la chaîne de montage de ce modèle. Elle esquissa un léger pivot et pointa du doigt la plainte inférieure du cuirassé d'acier, ciblant un matricule gravé dans le titane, doté de la discrétion des hiéroglyphes réservés aux maîtres architectes, inaccessibles au simple d'esprit. J'ai signalé ce défaut au fabricant il y a 11 ans. Il n'a jamais été corrigé. Le patriarche des investisseurs s'était jeté en avant sur son fauteuil. Un second venait de déposer le stylo qu'il triturait. Isabelle était statufiée dans la stase post-traumatique de l'amnésique. Plus rien à voir avec son flegme dominateur d'avant la guerre, c'était la paralysie de l'usurpatrice dépouillée de son scénario de braquage, clouée au pilori sans corde de rappel. Madame Rose fendit l'espace pour s'encastrer devant la bibliothèque monumentale, au pas de charge aveugle de la châtelaine dans ses couloirs. Elle effleura la tranche des 1/4 de l'index une fraction de seconde, la caresse de confirmation, non la quête fiévreuse, et en extirpa un bréviaire technique flanqué d'une reliure bleue délavée, pétrifiée à cet emplacement depuis la Genèse. Elle écarta la couverture dorsale pour y déloger un petit tournevis magnétisé de haute précision, aux manches effilées, qu'elle avait dissimulé dans cette crypte pour la même sacro-sainte raison qu'un mafieux planque le double des clés du coffre dans les plaintes de l'hôtel de passe. Retour à la bête. Le ballet pyrotechnique des 120 secondes qui suivirent n'appartenait en rien au monde du bricolage improvisé. C'était la virtuosité souveraine de l'experte qui transpire la chorégraphie mortelle. Les mains habitées par l'atavisme musculaire de l'artificier de guerre qui a désamorcé la même ogive des centaines de fois sous un feu nourri, incluant des théâtres d'opération autrement plus cauchemardesques qu'un cabinet bourgeois tapissé d'aristocrates constipés. Elle scia le plastron latéral en 4 mouvements de poignets incisifs, mettant les boyaux de la mécanique à vif. Elle cibla l'écrou de calibration du 3e actionneur sans même le chercher, sachant pertinemment où le diable se terrait pour la simple raison qu'elle avait elle-même enfanté l'algorithme dictant sa genèse. L'embout magnétisé viola l'orfèvrerie avec l'extase du chargeur s'enclenchant dans la culasse. 1/4 de tour, pas un iota de plus. Le monolithe gémit d'un cliquetis velouté qui vomissait sur les cliquetis crasseux d'il y a 3 minutes. Le sifflement purificateur de la rédemption balistique. Le ronronnement du système reprenant possession de sa symétrie primordiale. Madame Rose s'arracha de ses genoux, s'abattit sur la console de frappe externe et ses phalanges foudroyèrent le pavé tactile avec la frénésie nucléaire d'une entité qui n'est pas là pour mater l'écran de bienvenue. C'était la furie du démiurge exécutant le code racine. Un protocole d'exfiltration classé secret défense, banni de tous les manuels utilisateurs car strictement bâti comme la porte dérobée de l'ingénieur en chef, le fantôme dont le dogme résidait exclusivement dans le ciboulot du programmeur du noyau dur. Le battant blindé s'ouvrit en grand, béant, glissant sur ses pommelles avec l'onctuosité de la perfection mécanique. L'insulte majestueuse de la déesse, profanant un bunker nucléaire avec l'élégance de la commère qui pioche dans son tiroir de cuisine. Un des pontes exhala un gargouillement involontaire, échouant à se muer en vocabulaire. Le second venait de léviter au-dessus de son assise, sans s'en rendre compte. Le troisième crucifiait Madame Rose du regard des récalibrés, la gueule de celui qui reboot le système d'exploitation de ses préjugés nauséabonds en temps réel. Isabelle était blanche comme un linge.
Pas la pâleur anecdotique de la trouille passagère, c'était le teint sépulcral de la noyée qui encaisse le tsunami d'atrocités lame après lame, la dissection en direct de sa propre éviscération karmique. Ses lèvres s'étaient soudées dans la grimace silencieuse qui n'était plus ni arrogance ni fureur, mais le marqueur avant-coureur du cataclysme qui n'avait pas encore trouvé son nom. Madame Rose la toisa de la majesté insolente du fauve qui a tout son temps. Mon nom est Rose Alencar. Elle déclina son patronyme avec la grandeur du sang bleu se couronnant sur ses terres, aux antipodes de l'estampille de la bonne ou de la gouvernante, ou du pronom abject dont Isabelle l'aboyait pour la reléguer au rang d'ustensile interchangeable. J'ai codé le firmware original de ce coffre-fort pour la Halcyon Security Solutions en 2012, sans le moindre lyrisme boursouflé, sans hurler à la lune, avec le calme abyssal de la météorite qui fracasse la croûte terrestre, indépendamment des insectes qui ont le privilège de contempler la déflagration. J'ai pris une retraite anticipée pour veiller ma fille atteinte d'une maladie foudroyante. Une pause d'une seconde, dénuée de la pornographie du larmoyant, mais transpirant le sang du deuil, l'impact d'un astre éteint. Lorsqu'elle s'est éteinte, j'ai accepté cet emploi parce que j'avais besoin de paix, pas parce que j'avais besoin d'argent. Les investisseurs flottaient en apesanteur dans un silence de sépulcre. Elle vrilla le regard en direction de la double porte. Victor de Courcelles avait fait irruption dans l'arène dans le silence des tombes, sans que le frottement pneumatique de son fauteuil n'ait effleuré les tympans de l'assistance. Il s'était enraciné sur le seuil, ses lunettes noires dans le creux de la paume, pas rivées sur les orbites, non, exhibées comme une relique dans sa main. Irradiant de cette prestance féroce qui entérinait le sacre d'un complot éventré et le carnage d'un coup d'état noyé dans l'œuf. Madame Rose le fixa droit dans les yeux. J'ai compris que vous n'étiez pas aveugle il y a de ça 3 semaines. Le diapason n'avait pas dévié d'un iota. Pas de réquisitoire, pas d'effarouchement théâtral. La même résignation christique qui embaumait le reste de sa plaidoirie. Je me suis tu par respect pour l'expérience grandeur nature à laquelle vous vous livriez. Elle laissa pendre un silence funèbre d'une seconde. C'était un test indispensable. Victor demeura pétrifié sous le chambranle. Il y avait sur son masque de fer, désormais purgé des vers opaques, l'expression la plus pure et la plus dévastatrice qu'il ait exhibée depuis une éternité, le rictus bea de l'inquisiteur qui a déclenché l'apocalypse pour débusquer un rat et qui, dans les décombres fumants, tombe nez à nez avec le Saint Graal. L'un des vautours de la finance recadra son regard sur Isabelle avec la pesanteur du juge d'instruction qui achève d'emboîter les pièces du puzzle avant de trancher la carotide. Isabelle avait reculé d'un pas vers la tapisserie sans même réaliser sa propre décomposition. Sa toilette de haute couture, sa coiffure en titane, ses escarpins de vamp, tout son blindage de mondaine était anatomiquement intact, mais vampirisé de sa substance, à l'image de l'uniforme d'apparat du général étoilé que l'on vient de dégrader en mondovision. Le stigmate prophétisé par Madame Rose la veille se crevait au grand jour. Ni balafre au visage, ni hématome purulent. C'était la lèpre foudroyante de l'instant fatal où le rouleau compresseur de la réalité décapite la mise en scène macabre, lorsque la foule assemblée dissèque en simultané la petitesse pitoyable du monstre et la fumisterie de sa gloire, et que l'abîme entre le mythe et l'abjection se mue en trou noir incontournable. Madame Rose retira ses lunettes de lecture, celles dont elle s'était affublée pour les corvées matinales, fuyant le mauvais goût du climax dramatique hollywoodien pour se lever dans le geste routinier de celle qui n'en a plus l'utilité pour le dernier acte de la symphonie. À vif, les pupilles qui se démasquèrent étaient les prédateurs qui couvaient dans l'ombre depuis le premier jour, tapis sous l'humilité factice de la gouvernante. Des lances thermiques de snipers, féroces, inquisitrices, d'une acuité intellectuelle insoutenable, gonflée de cette surpuissance qui se passe d'attaché de presse car elle transpire dans la moindre inspiration de son possesseur. L'un des banquiers s'extirpa de son cuir, debout, comme happé par une force invisible, et la salle entière, laminée par ce génocide cérébral, assimila enfin le Léviathan qu'elle hébergeait en son sein depuis l'aube. La valse de la faucheuse qui enchaîna fut d'une lenteur hypnotique, cadencée pour que la piétaille agglutinée puisse se délecter de l'agonie millimètre par millimètre, et d'une vélocité foudroyante pour interdire toute tentative d'amnistie diplomatique. Victor de Courcelles empoigna les accoudoirs de sa bécane d'estropié, et se dressa,
sans la moindre complainte de l'hémiplégique, sans l'ébriété comique du paralytique en pleine reconquête de la gravité, avec la majesté nucléaire du colosse qui a campé ses appuis sur la croûte terrestre depuis l'âge de fer et qui daigne juste balancer son déguisement d'infirme aux chiottes. C'était un monstre de virilité patricienne, dont les rétines, purgées de leur verre noir, transpiraient ce venin létal exclusif aux fantômes qui ont espionné les égouts de la galaxie des mois durant, sans se faire griller. Des snipers qui avaient avalé toutes les saloperies de ce cloaque et qui braquaient désormais sur Isabelle la guillotine la plus réfrigérante et la plus irrévocable qui ait jamais cimenté sa face de gorgone au cours de ce chemin de croix. Ce n'était pas de la hargne. C'était la nausée crépusculaire du démiurge qui s'était arraché les tripes en espérant s'être gouré pour s'effondrer devant la preuve implacable de son infaillibilité. Il toisa le charnier dans le mutisme le plus absolu, laissant l'allégorie de son exécution perfuser dans les esprits, l'homme foudroyé dans son fauteuil roulant pendant des éternités, debout sur ses deux jambes, le regard perçant, éviscérant la menthe religieuse qui se gargarisait de l'avoir enculé à sec, alors qu'elle n'était que l'amibe crépitant sous l'œil de son microscope. Isabelle ouvrit la bouche, referma le clapet. Son minois déchiqueté avala un grand 8 de contorsion en moins d'une poignée de secondes, incapable d'atterrir sur la bonne planète de secours. L'électrochoc, le calcul mental de la survie, le déni de l'asile psychiatrique, et sous ce magma fangeux, l'accouchement prématuré de la terreur panique, celle qui s'empare des tripes lorsqu'on assimile qu'aucun tour de passe-passe ne sauvera la charogne de l'abattoir. Victor fit pivoter son buste en direction du consortium. « Messieurs, la voix épurée des conseils d'administration, un tir à bout portant, décharné de ses ornements avec le pragmatisme barbare du magnate qui sait que le temps, c'est du sang. Vous venez d'assister à la vivisection en direct de la vacuité morale de la fille que j'avais la faiblesse de vouloir épouser. Un blanc d'une seconde. La fusion corporative suivra son cours comme prévu. En revanche, les clauses de mon testament ont été pulvérisées ce matin même. Pas le moindre centime n'ira graisser son escarcelle. Le coma qui plomba le tombeau était la paralysie cérébrale de 4 carnassiers de la finance digérant en simultané l'extinction de masse dont ils venaient d'être les voyeurs, et le cataclysme que cela impliquait sur la guerre des tranchées qu'ils étaient venus livrer. Isabelle entra dans les convulsions du discours de l'échafaud. Elle ouvrit le bal par le déni le plus lâche, la mascarade du malentendu, le coup de bluff de l'épuisement nerveux, le fusible pétant sous le rouleau compresseur de l'événement. Avant de basculer dans la justification crasse, arguant n'avoir fait que pacifier une rébellion face à l'insubordination inouïe d'une domestique fanatisée. Puis, réalisant que ces pitreries ne trouvaient qu'un mur de glace chez les investisseurs, elle dégaina le baroud d'honneur suicidaire de la pleureuse, bavant sur la machination infernale, braillant au complot sadique prémédité par Victor en personne, hurlant à l'injustice d'une infamie galactique. Victor l'acheva en précisant qu'il y avait des caméras. Il la crucifia avec la placidité clinique de l'expert légiste abattant sa dernière carte, à des années-lumière du triomphalisme fangeux du matamor d'opérette. Il y avait le circuit vidéo, il y avait les micros dissimulés, et il y avait les banques de données enregistrant l'intégralité du massacre, le huis clos oppressant de la veille dans ce bureau, le guet-apens dans les cuisines, les échos fielleux des dédales, les conversations perverses distillées avec l'impunité crasse de celles qui pensent que les grouillots en tablier et les aveugles impotents n'ont pas voix au chapitre de la haute cour. Il y avait le claquement cinglant de la claque s'écrasant sur le poignet de Madame Rose, immortalisé en haute définition avec la cruauté chirurgicale du matériel d'espionnage. Il y avait les menaces ignobles sur les bijoux envolés, gravés dans le silicium avec une fidélité monstrueuse. C'était un dossier d'inquisition titanesque que son cabinet d'avocats avait déjà téléchargé depuis l'aube. Le trust familial était coupé à la racine. Sa lignée de parasites serait informée par les huissiers de rigueur, et une escouade de molosses de la sécurité privée poireautait dans le hall. Isabelle s'arracha du bunker avec la fulgurance des typhons, charriant sa violence, sa fureur vaine et sa foi pathétique en l'illusion du vacarme, et se dissipa par les doubles portes dans un même fracas cataclysmique, ne larguant dans son sillage de naufragés que l'écho spectral de Logorée qui n'avait jamais trouvé de surface d'atterrissage. Le bureau d'études retomba dans un silence absolu.
L'un des banquiers plongea son regard dans les prunelles de son associé. Il circulait entre eux cette télépathie des squales qui dépaissent les marchés en meute depuis des lustres, rendant l'usage de l'alphabet caduque sur le champ de bataille. Le vétéran de la meute s'extirpa de son cuir, rajusta le revers de son costume et notifia d'un rictus poli qu'ils allaient se replier dans l'arène principale le temps que l'anôtre de maison purifie ses quartiers. C'était la déférence authentique du vieux loup de guerre, identifiant l'éclosion d'une confession intime qui exige l'évacuation inconditionnelle des civils. Ils quittèrent la pièce, et Victor de Courcelles demeura planté au cœur du sanctuaire, l'éventration du coffre en toile de fond et Madame Rose dans sa ligne de mire, et il accomplit l'impensable, l'hérésie sacrilège que son statut d'empereur implacable ne l'avait vraisemblablement jamais autorisé à expérimenter sous les feux de la rampe, en toute une existence d'oligarque. Il inclina la tête. Pas la courbette mondaine du bal des faux jetons. Une reddition souveraine, lourde du poids incommensurable de l'homme qui reconnaît une dette de sang que les milliards de la bourse ne rachèteront jamais. Je vous dois des excuses. L'armure vocale du PDG avait été pulvérisée. C'était la nudité absolue d'une âme parlant à une autre âme, dépouillée du corset des strates sociales. J'étais persuadé de tester l'intégrité des rats de mon entourage. Mais c'est moi qui étais jugé sur l'autel de la rédemption. Madame Rose le sonda d'un battement de cils avec cette chirurgie implacable qui avait désossé le moindre rouage de cette tragédie. On lisait sur ses traits la collision de l'évaluation froide et de l'absolution papale, la grâce de celle qui cueille l'honnêteté crue là où elle n'était pas supposée pousser et qui l'embrasse pour ce qu'elle est, sans plier le genou dans les singeries de la révérence aveugle. Victor lui déballa les tripes de son cheminement intellectuel tissé tout au long de sa croisade de surveillance. Il lui confessa qu'un nouveau conglomérat était en cours d'incubation dans les soutes de l'Empire, la sécurité intégrale des systèmes d'information, le bastion absolu de l'architecture domotique et corporate du très haut de gamme, une mine d'or en perpétuelle expansion s'agrandissant à une vélocité que les cerveaux étriqués de la place peinaient à juguler. Il révéla qu'une chaire de commandement était restée vacante à 3 reprises lors des mercatos successifs des 2 dernières années, faute de dénicher l'oiseau rare. Il lui jura, sur l'honneur de sa cécité passée, qu'il avait percuté, au cours des 120 secondes de la lobotomie du coffre, que le gourou ultime de la cyberattaque avait croupi sous son putain de toit pendant 12 années consécutives, récurant son argenterie et pliant ses costards avec une rigueur paramilitaire. Il lui offrit le poste de directrice de la technologie de la nouvelle armada, en lui assénant avec la solennité glaciale de celui qui ne fait pas dans la charité d'opérette que c'était ses mains expertes qui avaient coulé le ciment des fondations de cette industrie, qu'il était grand temps qu'elles en prennent les rênes. Madame Rose bascula dans un mutisme profond qui ne puait ni l'hésitation ni l'esquive, mais incarnait le vide de décompression, la stase mystique dont un soldat a besoin lorsque la foudre de l'inespéré le frappe de plein fouet. L'abysse de silence nécessaire pour s'assurer que l'illusion est de chair et de sang avant d'y planter ses crocs. Elle plongea sa main dans la poche de son tablier immaculé. La planque de la relique de papier glacé qui avait survécu à l'holocauste des mois de servitude dans ce mausolée, la photo de sa gamine transpercée de son rire de lumière, imperméable à l'amertume du fardeau de l'existence. Elle ne l'exhuma pas des ténèbres. Elle écrasa ses doigts sur le talisman, l'espace d'une respiration saccadée, avec la dévotion intime du pèlerin caressant l'icône, un geste machinal érigé au rang de psaume rédempteur. Puis elle releva les yeux sur Victor avec ce sourire majestueux banni des archives depuis une éternité. Et quand la comète perça enfin les nuages, elle bouleversa les tectoniques de sa voûte faciale. Pas le rictus anémique et blessé de la nuit du verre brisé. L'autre, celui qui couvait dans le coffre-fort de son âme le sourire colossal et flamboyant d'une femme qui recèle encore une galaxie de braise sous la cendre, et qui ne priait que pour une allumette décente pour déclencher l'embrasement de la joie de vivre. Ce sera un oui, mais à la condition non négociable de travailler depuis chez moi les mercredis. La cratère de sa voix irradiait d'un feu de bois qui avait manqué à l'appel durant toute l'épopée cauchemardesque de la décennie. « J'aime m'occuper de mon jardin.
Victor s'esclaffa. Le rire pur, sauvage, le geyser salvateur de l'ascension foudroyante, la jouissance inextinguible du survivant qui, après s'être emmuré vivant dans le mirador de la paranoïa pendant des lunes, regagnait la surface de la terre, irradié par la présence lumineuse de la seule alliée qui venait de le retourner comme une crêpe avec l'élégance de la foudre. Dans le couloir, le banquier chevronné de la meute s'était campé dans l'encadrement de la porte, le rictus narquois du prédateur qui a capté suffisamment de décibels pour assimiler que le sommet G8 de l'OPA allait bifurquer d'une façon diaboliquement plus excitante que le canevas barbant des requins qu'il avait escompté. Et ce, pour des retombées incalculables. Les mois de sang qui s'enchaînèrent accouchèrent du grand alignement des astres. L'âge d'or, où le karma propulse les gueules cassées sur les trônes où elles auraient dû régner depuis l'origine du monde. Madame Rose balança le tablier gris de la servitude pour revêtir le classicisme impérial du chemisier de soie, l'armure de guerre qu'elle avait enterrée au fond du gouffre quand l'époque l'avait sommée de disparaître des radars du pouvoir. Sa cellule capitonnée mua en un cockpit de commandement garni de double écran géant et d'un trône ergonomique, assailli par la meute des jeunes ingénieurs affamés qui débarquaient en pèlerinage, avec la déférence absolue des padawans devant la sainte trinité du code, agenouillés devant le monstre sacré de l'algorithme qui détient la science infuse et qui a l'immense générosité de la leur injecter en intraveineuse sans faire peser la tyrannie crasse du sadisme managérial. La saga homérique que Victor s'était fait un devoir d'étaler sur la place publique, en expurgeant le trash du règlement de compte privé pour n'en exfiltrer que l'essence mystique de la déesse du firmware dissimulée sous la cornette d'une femme de ménage durant 12 balais, forçant un caisson blindé à main nue après la mort clinique de l'intelligence artificielle, avait foudroyé le marché boursier avec la vélocité atomique des légendes urbaines que Wall Street ne peut se payer le luxe d'ignorer. L'explosion stratosphérique du chiffre d'affaires du cartel de la cybersécurité avait foutu un tel vertige que les loups de la finance avaient eu des semaines à en redresser les modèles prévisionnels avec exactitude. Isabelle avait giclé de cette arène avec le vacarme de l'artillerie lourde qui se persuade que vociférer, c'est triompher, mais elle s'était écrasée sur la réalité éphémère de l'acoustique des losers. Son blason avait percuté de plein fouet les cercles de l'hyperbourgeoisie qui constituaient sa bouée de sauvetage, avec la puanteur fétide de l'infamie. Pas sous le coup d'une inquisition médiatique, ni des escadrons de la vengeance organisée, mais par la contamination pernicieuse et irrépressible des vérités glaçantes qui s'infiltrent dans les boudoirs des prédateurs VIP exigeant l'ADN intraitable des picassiettes qui squattent leur soirée. 3 cartels colossaux qui trustaient le carnet de balles de sa famille s'étaient évaporés dans la stratosphère sous 12 mois. Emballés sous le voile pudique des explications sibyllines que les pontes réservent à la mise en quarantaine des pestiférés qu'ils jugent indignes d'un crachat officiel. Il n'y eut pas de cour d'assises, le bûcher n'en eut même pas l'utilité. Une fin de journée pluvieuse de mercredi, le jardin d'Éden de Rose Alencar exsudait de la productivité mutique, le coma sacré de la tourbe brassée et de la chlorophylle, répondant à l'attention maternelle par la simple allégeance des forces de la vie. Une fondation caritative titanesque avait éclos la même année, armée pour endoctriner les gamines des bas-fonds au langage crypté de la programmation, et le gouffre de la liste d'attente explosait bien au-delà des capacités d'accueil de la structure de sauvetage. Le genre de pandémie de l'espoir que Rose avait appris à bénir comme le summum des problèmes de riches. Elle tomba à genoux dans la fange, flanquant une jeune bouture exhumée la semaine d'avant, ausculta l'hygrométrie de la glaise de ses phalanges nues avec le même flair chirurgical qu'elle réservait au blindage d'acier du coffre-fort des mois auparavant et se délecta du fruit de ses entrailles. Maintenant, je vous retourne la question. À la place de Madame Rose, après ces 12 années à courber l'échine dans le silence du purgatoire, après les rafales d'humiliation, après ce coup au visage, après le lynchage ignoble de votre honneur, auriez-vous ravalé l'ardoise pour accepter le pacte de sang de Victor, ou ce complot machiavélique de la chaise roulante où vous n'étiez finalement que le cobaye aveugle de son jeu de dupe? Aurait-il été le crime impardonnable de trop? Vider votre
Sac dans les commentaires, je veux savoir, du fond des tripes, comment vous auriez tranché la tête du serpent à sa place. Car cette histoire sanglante nous hurle en pleine face que la véritable valeur d'un titan ne réside jamais dans le titre clinquant qu'il arbore, ni dans la livrée de sa servitude, mais dans l'arsenal du savoir qu'il s'est forgé dans la souffrance, et dans l'aristocratie de la bienveillance avec laquelle il l'exerce, même quand la salle est plongée dans l'anonymat le plus total. Que les parias que la meute écrase de son mépris sont souvent dotés d'une vision radiographique infiniment plus féroce que la myopie des piteux bouffons qui se pavanent au cœur de l'arène. Et que le respect qui s'arrache à pleines dents, en refusant de faire la manche, est l'unique putain d'armure qui traverse l'éternité sans rouiller. Si vous avez la religion de ceux qui dissèquent les âmes sans la balance frauduleuse des apparences, et si vous vibrez pour ces épopées de vengeance magistrale qui ressuscitent le prédateur de justice tapi au fond de vos entrailles, fracassez le bouton d'abonnement et déclenchez la cloche de l'enfer pour sceller votre serment à notre famille. La prochaine histoire est déjà chargée dans le barillet.